Bonjour Marcel Gauchet. Bonjour. Merci d'être présent et de venir sur le plateau de Point de Vue, puisqu'on va parler d'un livre qui est également le lancement plus ou moins d'une collection, qui est l'Atelier du présent chez Albin Michel. Et d'abord, on va effectivement, comme promis, parler un peu d'actualité. Vous voyez en Donald Trump, je dis ça à l'imparfait, l'incarnation du retour du politique, c'est ce que vous m'aviez dit l'an dernier, il y a un petit peu plus, au lendemain de son élection, c'était l'incarnation du retour du politique. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que vous voyez toujours Donald Trump comme cette incarnation? Donald Trump porte le phénomène à une extrémité un peu excentrique qui tend à faire oublier le fond de sa politique. Mais je crois qu'en effet, il n'est pas simplement le représentant d'une Amérique vulgaire, agressive. Il est le témoin d'un état du globe. Et où la place des États-Unis, qui est centrale indépendamment de lui, retrouve une sorte d'expression virulente qui oblige cette fois à regarder pour de bon ce que veut dire retour du politique. Et alors justement, pour de bon, depuis un an, en quoi il a incarné le retour du politique? En ceci, d'abord, qu'il met clairement au cœur de son action un impératif stratégique. Pour lui, l'impératif stratégique, c'est la possibilité pour les États-Unis de conserver le leadership dans un monde où les États-Unis ne sont plus un modèle civilisationnel. C'est un changement énorme. Il y avait une sorte de leadership naturel des États-Unis qui définissait une sorte de règle du jeu, certes, parfois brutale, mais au total multilatérale, conciliant, démocratique. Donald Trump brise avec cette image en faisant ressortir au premier plan l'intérêt stratégique des États-Unis. Il ne barguine pas sur le fond de l'affaire. Il n'a pas inauguré ce retour du politique. D'une certaine manière, très peu l'ont vu à l'époque, tant les manières du président Obama étaient policées, nous paraissaient proches des nôtres. Il était plébiscité comme, au fond, c'était le meilleur Européen des Américains, Obama. Il ressemblait à ce que voulaient les Européens. Eh bien, en même temps, c'est l'homme qui a stratégiquement déterminé un tournant dont Trump n'est que l'aboutissement, qui est le pivot vers l'Asie, comme on disait à l'époque, mais qui voulait dire clairement, pour nous, la ligne de conduite politique des États-Unis est guidée par le souci de conserver le contrôle stratégique des forces planétaires. Et avec Trump, ça prend un tour brutalement ouvert qui rend la chose impossible à ignorer, alors que sous Obama, très peu le voyaient. Mais n'était-ce pas parce que Obama... Plus exactement, est-ce que vous pensiez que Obama incarnait déjà le retour du politique? Oui, il l'incarnait. Il avait une réflexion stratégique, mais qu'il gardait en sous-main, en quelque sorte. Il jouait toujours les apparences de la puissance bénigne des États-Unis, faiseuse de paix. Il a été prix Nobel. Voilà. Prix Nobel de la paix. Trump veut l'être aussi, mais d'une manière qui ne le destine pas, à mon avis, à cette distinction. Il est moins bon que sur son terrain habituel. On notera d'ailleurs que Obama a été nommé prix Nobel de la paix sans avoir apporté la paix nulle part, mais juste après son élection. Mais sur sa mine. C'était le prix Nobel de la bonne mine de la paix. Que vous inspirent justement dans ce cadre les manœuvres américaines autour de l'Iran actuellement? Les manœuvres et les palabres américaines. Alors, évidemment, nous ne sommes pas dans le secret des dieux. Nous n'avons qu'une notion très approximative de ce qui se cache derrière ce jeu de chantage. Il y a une menace qui oblige le régime iranien, qui pourtant est assez coriace, à faire semblant de mettre de la bonne volonté dans la négociation. Qu'est-ce qui va en sortir? Il est évidemment impossible de le savoir, mais ça me semble là typique d'une attitude où on ne cherche pas à dissimuler l'emploi de la force. Au contraire, on l'exhibe. C'est puissance contre puissance. Il y a un fort et un faible. Un faible qui joue de sa faiblesse
pour essayer de tromper tout le monde. Mais là, je crois qu'il ne trompe plus personne. Le régime iranien vous repose-t-il sur ce que vous appelez dans votre livre une idéologie ou rien que sur l'islam ? Il utilise l'islam comme une idéologie, mais il n'a pas d'idéologie. L'idéologie, c'est le contraire de la religion, comme entend la religion, non pas considérée comme une piété personnelle ou un ensemble de croyances, mais comme un rapport à l'organisation collective. Pour l'islam, et spécialement dans le cas iranien, il y a une loi divine qui définit ce que doit être la conduite humaine. L'idéologie, c'est au contraire l'ouverture d'une question. C'est-à-dire, que pouvons-nous faire, qu'avons-nous à faire, comment comprendre notre situation et en tirer des conclusions pour agir. Pour le régime iranien, la question, elle est résolue. La religion répond à la question. Mais la place, c'est une république islamique. Donc, c'est un mélange, le régime iranien, d'apparence banal, régime électif, il n'y a pas de royauté sacrée, c'est pas un régime religieux traditionnel. Au contraire, qui s'est basé sur la rupture, qui s'est fondé sur la rupture avec la royauté. Tout à fait. Mais en fait, la religion tient la place de l'idéologie. C'est ce qui fait toute la difficulté d'interpréter ce régime qui est très déconcertant au regard de nos catégories habituelles. Alors précisément, que vous inspire la formule d'islamo-gauchisme ? Est-ce que c'est de votre point de vue, si je vous suis, si j'ai bien lu votre livre, ne serait-ce pas un oxymore ? Oui, je crois à la vérité. C'est une notion qui décrit quelque chose qui existe, à savoir que les gauchistes soutiennent les islamistes. Mais si on regarde sur le fond, évidemment que les gauchistes détestent la position théorique des islamistes, et évidemment que le premier soin des islamistes, ils l'ont d'ailleurs montré en Iran, serait de liquider les gauchistes. Donc, ce n'est pas un concept, c'est une notion qui a un intérêt polémique certain pour stigmatiser une alliance contre nature, en fait. C'est une alliance contre nature. Et qui ne remet pas en cause la réalité et pour reprendre vos concepts, l'opérativité de cette alliance. Elle existe. Elle existe. Ah non, mais l'alliance est un fait. Les gauchistes d'aujourd'hui, n'ayant plus tout à fait le niveau intellectuel de leurs ancêtres, ne me semblent même plus capables de comprendre ce que c'est qu'une religion. Donc ils peuvent s'allier avec les islamistes au titre des déshérités pour lesquels le bon combat s'impose de toute évidence. Mais évidemment qu'ils ne voient pas à qui ils ont affaire en face. C'est ça qui est assez extraordinaire. Si je vous suis, Marcel Gauchet, sans polémique, mais vous dites, en fait, l'islamo-gauchisme prospère notamment sur l'inculture d'une partie de ces militants gauchistes. Pas d'une partie, de la totalité, j'ose le dire. Vous diriez ça de Jean-Luc Mélenchon aussi ? Pardon ? Vous diriez ça de Jean-Luc Mélenchon aussi ? Je pense que Jean-Luc Mélenchon, dans son cas particulier, vient d'un groupuscule trotskiste particulièrement et vindicativement anticlérical, et donc pour lui, la religion, ça n'existe pas. Donc on peut s'allier avec des gens, en fait l'idée c'est des pauvres, des démunis, des damnés de la terre, on est de leur côté automatiquement sans se poser la question de ce qu'ils recouvrent. Je pense qu'il ne comprend tout simplement Jean-Luc Mélenchon, qui est un homme intelligent et bien informé, intellectuellement n'est pas capable de comprendre ce que c'est qu'une position religieuse. Alors ça c'est intéressant parce que, bon je ne veux pas déflorer justement la deuxième partie de notre entretien, mais on est un peu au cœur de votre ouvrage parce que ça c'est l'empire et j'allais dire l'emprise de l'idéologie sur un esprit. Tout à fait. Il est tellement convaincu de savoir mieux que les autres ce qu'ils sont, qu'il est capable de s'allier avec le diable sans savoir que c'est le diable. Ou en refusant de le voir. Voilà, là, la question est ouverte. Je n'ai pas la prétention de la trancher. Vous réjouissez-vous de l'élection de Boualem Sansal à l'Académie française ? Bien sûr. J'avais d'ailleurs beaucoup déploré le fait que l'Académie s'était montrée aussi frileuse lorsque la possibilité lui avait été offerte à une époque où Boualem Sansal était en prison. Que vous inspirent les débats actuels sur la fin de vie ? C'est une de ces questions tout à fait nouvelles qui nous montre jusqu'où nous avons avancé sur le chemin de la liberté. C'est le débat sur la vertige de la liberté.
et en même temps un débat très intéressant du point de vue qui m'intéresse directement, c'est-à-dire du fait que, après tout, chacun aujourd'hui est libre de se suicider. Mais là, la demande est d'un suicide assisté, c'est-à-dire d'une organisation sociale qui donne les moyens à des personnes qui le souhaitent de se suicider. On voit là typiquement le degré extrême où peut arriver la production des individus par la collectivité, jusqu'au point de leur donner les moyens de disparaître. Mais là, et c'est évidemment un vertige qui nous saisit devant ce genre de questions, dont la vérité, à mes yeux, est qu'elles sont indécidables. C'est la même chose que la peine de mort. C'est-à-dire, c'est pas une question qu'on peut trancher. Donc, on arrive devant des limites. Parce que qu'est-ce qui est en jeu dans la peine de mort? C'est le contraire. C'est le pouvoir de la collectivité sur la vie de ses membres. On le récuse, il y a ceux qui le récusent, la collectivité n'a aucun droit sur la vie de ses membres, et il y a ceux qui pensent que la collectivité a un droit sur ses membres. Eh bien, là, c'est la même chose. Est-ce que nous sommes obligés de donner à la collectivité les moyens aux personnes de disparaître? C'est le contraire, mais c'est le même dilemme. Et c'est des dilemmes qui ne peuvent se trancher que de façon, en fait, arbitraire, selon l'humeur du moment, et dont on ne viendra jamais à bout. Là, nous arrivons à des limites du rapport entre l'individuel et le collectif, qui est le grand dilemme de notre société. On parlait d'alliance qui semblait contre nature tout à l'heure. Est-ce que, justement, ce concept même de suicide assisté, au-delà même d'un jeu intellectuel, mais n'est-ce pas finalement au bout du compte une forme de libéralisme porté à bout avec une forme de socialisme porté à bout? Eh bien oui, c'est une alliance qu'on n'attendait pas, qui à mes yeux est constitutive de la nature de nos régimes en fait. Les socialistes et libéraux, sur un point comme celui-là, on le voit bien, se retrouvent. On mobilise les moyens du socialisme au service d'une cause libertaire. Ouais. Eh bien oui, nous avons à apprendre à mieux déchiffrer la vie de nos sociétés et leur fonctionnement idéologique. Alors justement, pour le mieux les déchiffrer, on va revenir sur votre livre. Dernière question de l'actualité, que vous inspirent les débats actuels sur le budget ? Le triomphe de la politique au sens trivial du mot. Nous sommes dans des régimes représentatifs. Le grand problème des régimes représentatifs, c'est que les représentants peuvent facilement oublier pourquoi ils sont là. C'est-à-dire nous représenter. Ils se représentent eux-mêmes. C'est-à-dire que M. Lecornu est d'un côté là, en fait, pour permettre à Emmanuel Macron de finir son mandat tranquillement, en gagnant du temps, tout simplement. Et puis, de l'autre côté, il y a des députés qui, au lieu de penser à ce que pensent les citoyens, pensent à leur réélection éventuelle ou au fait qu'ils peuvent être dans une situation menacée dans leur circonscription. Donc, là aussi, c'est une trahison de la représentation qui est le risque de toute représentation. Mais est-ce que, en utilisant le 49.3, finalement, Sébastien Lecornu ne fait pas preuve justement d'une autorité qui lui confère le pouvoir exécutif accordé justement à ce pouvoir exécutif par la Ve République? En clair, pour reprendre vos termes, est-ce que c'est pas le politique qui agit pour ne pas être victime de la politique, qui serait vu sous votre acception la politique politicienne? Je crois que c'est lui faire beaucoup d'honneur, parce que je crois qu'on a affaire à une sorte de bricoleur qui a des outils dont certains qu'il n'aime pas, mais dont il se dit que c'est le seul dont il peut disposer. Donc il va là où, dans sa caisse à outils, il prend ce qui est efficace. Mais je ne crois pas qu'il y ait plus de réflexion que ça. Je crois qu'il ne faut pas mettre de métaphysique derrière le comportement de notre Premier ministre. Il est en fonction pour un rôle bien déterminé et il use de tous les moyens qui sont à sa disposition, c'est tout. Que vous a inspiré l'incarcération de Nicolas Sarkozy, l'actuel procès où comparait Marine Le Pen qui risque une mort politique? Nous arrivons là dans le dur d'un énorme problème. D'abord, au passage, tout ça est lié à une mesure législative aberrante
qui s'appelle l'exécution provisoire, qui pourrait avoir, dans certains cas, un usage très limité, dans des cas avérés de mise en coupe réglée d'une commune par ses édiles, ça existe, hein, bon, donc ça, on peut imaginer, mais là qui a pris une tournure folle, donc c'est le législateur qui est coupable. Et c'est l'autocritique du milieu politique qui a voté cette mesure qu'on devrait attendre. Bon. Au-delà de ça, je pense que nous sommes devant un énorme problème. Nous avions un pouvoir judiciaire qui était un contre-pouvoir, très nécessaire, et qui tend à devenir le premier pouvoir. Le pouvoir qui, au fond, dans le cas, avec par exemple l'élection de Marine Le Pen, décide finalement du sort électoral du pays dans sa fonction la plus importante, c'est pas nul. Et dans le cas de Nicolas Sarkozy, sans que je sois particulièrement informé sur le fond de l'affaire, paraît assez évident qu'il y a un règlement de compte entre la magistrature comme corps et Nicolas Sarkozy qui avait sérieusement défrisé le milieu tant par ses propos que par ses réformes. L'état de droit est-il une idéologie, Marcel Gauchet ? L'état de droit n'est pas en tant que tel une idéologie, mais il est la conséquence d'une idéologie. La conséquence de l'idéologie qui assure que le bon fonctionnement de nos sociétés repose sur la plus grande liberté donnée à la plus grande marge de manœuvre donnée aux droits individuels. Donc l'état de droit, tel que nous l'entendons aujourd'hui, parce que c'est un concept très compliqué, en réalité, il a plusieurs couches, dont certaines... Nous avons besoin d'un état de droit au sens élémentaire du mot, c'est-à-dire pour qu'un État respecte ses propres lois. De ce point de vue-là, l'état de droit est indépassable, heureusement pour nous. Là, nous arrivons dans autre chose qui revient à donner aux juges un pouvoir d'appréciation démesuré, à mon sens. Le problème étant qu'il n'y a pas de pouvoir au-dessus des juges capable d'arrêter le pouvoir des juges. Il ne s'arrête que de lui-même, ou pas. Donc la pression d'opinion sur le pouvoir judiciaire me paraît notre seule arme pour contrer une dérive extrêmement dangereuse de nos régimes. Alors justement, cette question, elle a été soulevée par Alexandre Devecchio la semaine dernière dans l'émission Esprit Libre, qui est l'émission de débat d'idées avec le club Le Figaro Idées sur Le Figaro TV. Et le débat opposait Aquilino Morel à Éric Zemmour. Et voici ce qu'a répondu l'ancien candidat à la présidentielle quand Alexandre Devecchio lui a posé la question. Je pense qu'il y a eu, depuis, je dirais, encore une fois, l'Amérique nous a contaminés, si j'ose dire, depuis l'histoire de Nixon et du Watergate, il y a eu un affaiblissement du pouvoir exécutif américain et occidental sous les coups redoublés des juges et des médias. Et au nom de l'état de droit, comme on dit, on va voir ce que c'est, on a châtré le pouvoir exécutif et donc on a complètement mis de côté la démocratie, la réalité de la démocratie qui est le pouvoir du peuple. C'est-à-dire qu'il y avait, vous savez, dans beaucoup d'élites, en particulier après la Seconde Guerre mondiale, l'idée générale que le peuple avait voté Hitler et que le peuple pouvait être catastrophique et qui donc, il fallait l'encadrer très strictement pour qu'il ne dérive pas dans les dictatures. J'ai mis cet extrait, Marcel Gauchet, parce que finalement, est-ce que le problème, la question dans laquelle, et le dilemme inextricable dans lequel sont plongées nos démocraties libérales, n'est-il pas, justement, après 1945, la crainte de voir que le peuple porte un fossoyeur de la démocratie au pouvoir entraîne justement des contre-pouvoirs qui ne seront pas démocratiques, mais qui peuvent sauver la démocratie. Je pense qu'il y a une part de vérité dans cette analyse, mais qui me semble passer à côté du fait essentiel. Le fait essentiel, c'est la consécration des droits individuels qui s'est opérée de façon très discrète, sans qu'on le voie, quelque part, il y a une quarantaine d'années, entre 1975 et 1985. Je pourrais donner des tas d'exemples concrets, et qui, finalement,
fait du juge le pouvoir que les individus sont spontanément le mieux portés à reconnaître. Le bon pouvoir, c'est le pouvoir du juge parce que c'est celui qui arbitre entre un pouvoir majoritaire éventuel, parce que la démocratie, c'est la souveraineté du peuple, mais concrètement, la souveraineté du peuple, c'est la loi de la majorité. Eh bien, le fond du fond de la philosophie sous-jacente de nos régimes, c'est l'idée que les droits fondamentaux des individus, comme on doit dire aujourd'hui, l'emportent éventuellement sur la règle majoritaire. Et je crois que c'est profondément ancré dans l'esprit de nos concitoyens. C'est devenu une sorte d'axiome de la vie démocratique qui change complètement la nature de la démocratie en invalidant potentiellement le pouvoir de la majorité, qui fait que la politique est faible. C'est pour ça que l'exécutif, s'il a effectivement tant perdu de pouvoir, c'est parce qu'il est l'expression d'une majorité qui peut heurter cette minorité très particulière qu'est le droit de chacun, les droits fondamentaux de chacun. Et c'est ça qui fait la popularité de l'état de droit. À mon avis, oui, il y a une méfiance des peuples, mais vous savez, les oligarchies sont depuis toujours méfiantes à l'égard de la souveraineté populaire. C'est pas Hitler a aggravé les choses, mais il n'a fait que confirmer quelque chose qui était déjà là. En revanche, la nouveauté, c'est ce primat absolu des droits fondamentaux des individus dont les juges sont supposés être les garants. N'est-ce pas aussi la victoire d'Antigone sur Créon ? Oui. Bien sûr. C'est-à-dire, c'est précisément Antigone, c'était pas son rôle initial, et elle a changé complètement de signification en cours de route. Je serais très curieux que Georges Steiner vienne nous apporter une interprétation supplémentaire de cette tragédie. Antigone, c'est non pas simplement la représentante en fait, de ce qu'était le lien humain, mais la représentante du droit personnel qui doit l'emporter sur une règle collective qui, par définition, est aveugle au cas particulier. Alors, n'est-elle pas aussi, Antigone, l'incarnation justement des lois morales et des lois divines comme étant supérieures aux lois des hommes ? Et on en vient au cœur de votre livre. Votre thèse, c'est que les démocraties se sont émancipées de la religion et d'une transcendance qui fondait la légitimité du pouvoir. Et c'est l'idéologie, précisément, qui est venue remplacer cette transcendance. Alors, dans ce cadre-là, justement, normalement, Antigone doit disparaître. Antigone ne peut pas disparaître, puisque à la fois dans le droit des personnes qui est devenu central dans notre régime, lui donne une sorte de légitimité très forte, et d'autre part, comme ces personnes raisonnent fondamentalement, non pas du point de vue collectif, mais du point de vue de leur ressenti personnel, la moralité, au sens fondamental du mot, je ne parle pas des bonnes vies et mœurs, retrouve une sorte de légitimité profonde. Nous sommes dans des régimes juridiques et moralistes. Alors qu'en principe, on dissocie soigneusement les deux ordres. En fait, on a réactivé la morale au sens noble du mot d'ailleurs, mais dont le point pour nos régimes est de savoir jusqu'où la morale peut rendre compte des choses politiques. Oui, on a tué Machiavel alors dans ce cas. On a tué Machiavel en faisant ça. On l'a rendu clandestin. Car étant la nature des choses fait qu'il est toujours là, mais on n'ose pas le dire. Et au contraire, tout le grand problème aujourd'hui de ce qu'on appelle la communication politique, c'est d'habiller Machiavel en Antigone, si je puis dire, en expliquant que nous sommes les incarnations de la moralité la plus profonde, de celle qui procède droit du cœur humain. On va revenir au cœur justement de votre ouvrage. Vous parlez donc, vous revenez sur comment pensent les démocraties. Le sous-titre, c'est les ressorts cachés des idéologies.
Est-ce que vous pouvez nous refaire rapidement, succinctement, cette genèse de ce concept d'idéologie? Alors, la genèse est comique, puisque c'est en fait un accident historique. Il y avait, prenons la notion au point de départ, il y avait un petit groupe de bons esprits, d'ailleurs, remarquables même, qui, au sortir de la Révolution, essayent de sauver l'esprit libéral de 1789-1791 et qui s'allie au général Bonaparte, qui devient premier consul. Et donc ils espèrent, puisque c'est un homme des Lumières, Bonaparte, il ne faut pas l'oublier, qui compte sur lui pour refaire cet équilibre. Bon, en fait, ils divorcent très vite. Ce groupe s'appelle les idéologues. Bonaparte les prend en grippe. Et pour lui, idéologue va devenir synonyme de gens qui rêvent et qui ne connaissent pas la réalité politique. Voilà le point de départ. À l'origine, vous citez donc Destutt Tracy, qui est le premier à utiliser le terme, et qui est, c'est tout simplement la science des idées, c'est-à-dire l'étude des idées. Mais oui, l'idéologie... Tout historien des idées devrait être idéologue. Voilà. C'est pour ça qu'on les appelle les idéologues, c'est les gens qui se consacrent à l'étude des idées. Mais ça devient tout autre chose du fait donc de l'intervention de notre général victorieux, qui fait des idéologues des rêveurs, des gens qui ignorent la réalité. Et à partir de là, il y a la deuxième grande étape. Donc, idéologue, ça va rester, c'est le langage de tous les jours. Vous parlez idéologie, c'est-à-dire vous parlez de manière utopique sans connaître les réalités. Bon, c'est le sens courant. Et puis intervient là-dessus une deuxième couche, alors là, celle-là qui va compter de façon décisive, en donnant une dignité intellectuelle au mot, c'est évidemment le marxisme. C'est Marx et le marxisme qui vont faire de l'idéologie, au fond, une espèce de mensonge structurel de nos sociétés dicté par les intérêts de la classe dominante. Et autour de là va se greffer toute une littérature savante qui fait du mot idéologie un mot bizarre qui est tantôt une dénonciation et tantôt au contraire la reconnaissance. Une célébration. Voilà. Est-ce que justement ça ne fait pas du marxisme une forme de complotisme ? À beaucoup d'égards, le marxisme est un complotisme, puisque, et c'est une plaisanterie bien connue, ça sera la recherche du quartier général de la classe dominante. Où se cache-t-il? On suppose, ça donnera en France, par exemple, cette légende très enracinée des 200 familles. Il y a 200 familles qui se réunissent quelque part par leurs représentants pour définir la ligne des gouvernements successifs qui en fait sont toujours les mêmes, puisqu'ils obéissent aux intérêts de la classe dominante. Bien sûr, le complotisme a des lettres de noblesse. Il faut pas, il peut être vulgaire, mais il a aussi sa version savante. La version savante, c'est un discours très ancré à gauche, qui est celui... Vous êtes bien placé pour le savoir, puisque vous êtes vous-même un représentant en tant que journaliste, la manipulation des consciences par les médias. Bon, ça, c'est le complotisme de base dans nos sociétés. En corollaire de cet événement, vous dites, de cet événement des idéologies, vous dites qu'on rentre dans l'histoire. Est-ce que vous pourriez nous expliquer justement cette formule ? Écoutez, c'est très simple. Les sociétés du passé, toutes autant qu'elles sont de manière extrêmement différente, sont gouvernées par la tradition. C'est-à-dire l'idée que ce qui est légitime dans les usages, dans la manière de faire, dans les institutions, c'est l'héritage du passé, qui nous fournit les modèles fondateurs auxquels nous devons obéir. L'énorme secousse culturelle qui se joue autour de 1800, en fait 1750-1850, c'est que nos sociétés basculent de cette obéissance au passé vers l'invention de l'avenir. C'est-à-dire, nous produisons notre monde, nous faisons nos lois, nous les changeons tout le temps, nous produisons. Ça va donner l'économie, le capitalisme, l'industrie. Mais est-ce que le capitalisme est une idéologie ? Non, le capitalisme est une pratique. Qui est totalement neutre du point de vue idéologique. On peut en faire des interprétations très différentes. Mais à partir du moment où vous avez ce basculement vers l'avenir, la question c'est que pouvons-nous faire ? Les démocraties sont futuristes, puisqu'elles pensent en fonction de ce qui est à faire, à venir, et les transformations à opérer. Mais
évidemment, à partir du Alors que les sociétés traditionnelles, vous dites, elles, par exemple l'Ancien Régime, essayent de se penser, est-ce qu'on sera à la hauteur des anciens ? En clair, c'est ça. C'est la grande angoisse. C'est la grande angoisse des hommes du passé. C'est le fond d'ailleurs du sentiment d'honneur. Suis-je capable d'être ce que furent mes ancêtres ? Pour nous, nos ancêtres, c'est ce qu'il faut changer. Même si respectable soit-il, il va de soi que nous devons faire autre chose. Il faut que nous, pour ce faire, il faut que nous expliquions le présent. Où en sommes-nous ? C'est faire le point. C'est l'activité, c'est ce que nous appelons l'actualité. En fait, l'actualité, c'est faire le point. Parce que tout change tout le temps. Donc il faut suivre. Et à partir du moment où l'avenir est ouvert, il y a plusieurs manières de le concevoir. On peut se dire, certes, il faut changer, mais doucement, en prenant beaucoup de précautions, en cherchant bien à comprendre les raisons de ce qui existe avant de le bouger. Et puis, vous avez, à l'inverse, les partisans de la rupture totale, qui sont ceux qui vont... Ils sont les plus radicaux. Les radicaux. Et cette radicalité est constitutive. Vous avez les marxistes. Et quel a été le rôle du fascisme et du nazisme et du libéralisme dans ces idéologies, dans cet événement des idéologies? Le fascisme ou le nazisme ont été des choses tout à fait extravagantes quand on y réfléchit, puisque c'est l'alliance du culte du passé, la nation, le Reich de Milan, que sais-je, et de l'idée révolutionnaire. C'est la révolution au nom du passé, au nom de la conservation. C'est évidemment quelque chose de totalement instable, mais il faut dire aussi que dans l'autre sens, le stalinisme, qui a été la version de gauche durant ce moment historique épouvantable, c'est on va faire le nouveau de l'avenir, mais on le fait à la lumière du passé. Et Staline est une espèce de tsar à l'ancienne, à l'intérieur d'un régime qui se veut futuriste. Donc ça a été un moment très particulier de l'histoire des idéologies qu'il est très important de comprendre pour mesurer la nouveauté de notre présent. Vous datez la mort des idéologies à partir des années 60 et vous dites à cet égard que mai 68 est un feu de paille par rapport à la mort de l'idéologie marxiste. Et pourtant, à l'époque, se produit un phénomène qui est l'avènement de la philosophie du concept, donc de l'idée pure, le triomphe de l'idée pure, et le fait de voir dans toute construction une idéologie. On ne va pas le citer là, parce que sinon on va perdre de temps, mais Antoine Compagnon, qui était à votre place la semaine dernière, disait, à cette époque, Sartre meurt, et normalement, c'est Raymond Aron qui aurait dû prendre sa place. Et pourtant, ça va être Foucault, ça va être Derrida, ça va être les déconstructeurs, et qui vont voir dans tout phénomène humain, déjà, le produit d'une idéologie. Alors là, on est dans un phénomène tout à fait particulier que je me reproche d'ailleurs de ne pas avoir suffisamment étudié dans ce livre. Je l'ai fait par ailleurs, mais je n'y l'ai pas mis parce que je voulais me concentrer sur l'essentiel, qui est, en fait, pour moi, c'est un symptôme, ce mouvement déconstructeur est un symptôme tout à fait révélateur. Si je puis dire, la gauche perd son projet constructif, qui était la société socialiste, la société communiste. Il y avait des nuances, évidemment, à l'intérieur de la famille. Et qu'est-ce qui reste ? Donc, on n'a pas de proposition positive à faire sur la manière d'organiser le pouvoir, l'économie, la vie sociale. Eh bien, la réponse, on va trouver un autre projet. On va déconstruire le passé. C'est ça qui va tenir lieu de projet d'avenir. Et c'est là-dedans que nous pataugeons. En quoi le néolibéralisme a bouleversé les rapports sociaux depuis les années 70 ? Le néolibéralisme a mis au centre, précisément, ce qui n'était pas la philosophie libérale initiale, le droit individuel. Alors évidemment, ce qu'on voit du néolibéralisme, c'est la dérégulation économique. Ce sont les Margaret Thatcher ou Ronald Reagan et le libre marché. Mais c'est beaucoup plus profond. C'est la religion des droits individuels, pas seulement dans l'ordre économique, mais il faut comprendre qu'il y a un versant sociétal du néolibéralisme. Et c'est très curieux, comme
il y a une sorte de concentration sur la vision économique sans voir le revers. Mais qui a prospéré sur les décombres des déconstructeurs. Oui, mais bien sûr. Donc là aussi, on est dans le paradoxe. C'est-à-dire qu'il y a de nouveau une espèce d'alliance contre nature, puisque ce sera décidément notre thème commun, entre la droite, soucieuse avant tout d'efficacité économique, donc le marché, et la gauche, déconstructrice, qui ont évidemment ont l'air de s'opposer sur l'essentiel du programme, mais qui en réalité sont idéologiquement alliés. Et c'est ce que vous expliquez à travers le wokisme. Réponse courte, Marcel Gauchet, pourquoi êtes-vous optimiste pour l'avenir des démocraties ? Parce qu'il n'y a rien d'autre à mettre à la place. D'abord, c'est très important, il n'y a plus aucune séduction des idéologies totalitaires. Et ça, pour moi, qui l'ai vécu dans ma vie, c'est quelque chose de très important dont on ne mesure pas le progrès que ça représente. Il y a des gauchistes en tout genre, mais il n'y a pas de gens qui ont un régime totalitaire à nous proposer. Et d'autre part, c'est le revers de la médaille, comme toujours. Autant l'abus des droits individuels est redoutable pour la vie démocratique, autant il consacre de façon irréversible à mes yeux la légitimité démocratique, et c'est son beau côté. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter trop, même si c'est au jour le jour pénible, devant les excès de ces revendications libertaires qui signifient au moins que la démocratie est solidement enracinée. C'est puissant, c'est déroutant, c'est stimulant, comme d'habitude. Comment pensent les démocraties ? C'est le nouveau livre de Marcel Gauchet à lire, bien évidemment, et c'est chez Albin Michel. Merci beaucoup.